Donc, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à notre rencontre scientifique en ligne dans le cadre d'une série de séminaires organisés en ligne par Moroccan Institute Global South. Le webinaire d'aujourd'hui sur le thème Quelques dimensions historiques des relations Maroc-Afrique sera traité par l'éminente et la prestigieuse professeure Aisha Wasmine. Professeur Aisha Wasmine, soyez la bienvenue et merci d'avoir accepté de participer à cette rencontre scientifique. Merci beaucoup. Chers auditoires, permettez-moi, avant d'entamer notre débat, de présenter notre invité intervenant dans ce débat. Donc, professeur Aisha Wasmine, titulaire de doctorat d'État en droit public sur le thème « Le rôle des Nations Unies dans les nouveaux conflits internationaux ». Cette thèse a été soutenue par professeur Aisha Wasmine le 3 décembre 2005 à l'université Mohamed V, à Gdal, à Rabat. Donc, professeur Aisha Wasmine est aussi titulaire d'un doctorat en histoire moderne et contemporaine sur le thème de la guerre irako-iranienne et le droit public international ou islamique. C'est une thèse de doctorat soutenue le 1er février 1994 à l'université Paris 4 Sorbonne de Paris. Donc, aussi, professeur Aisha Wasmine a plusieurs contributions et publications scientifiques. On va citer quelques exemples par contrainte de temps. Donc, on a un ouvrage intitulé L'introduction aux relations internationales, écrit en arabe en 2015, publié en 2015. Un autre ouvrage écrit aussi en arabe intitulé Le droit international public, sources, personnes et domaines d'application, donc publié en 2005. Professeur Aisha Wasmine a aussi des contributions dans des ouvrages collectifs et des articles publiés dans des revues spécialisées. Je peux citer à titre d'exemple une publication en arabe intitulée إشكاليات السيادة الترابية ومخاطر النزاعات المسلحة غير الدولية التحديات والإكراهات. Aussi un autre article en français intitulé sous le titre Pour un système de sécurité collective, portée et limites. Donc, il y en a plusieurs d'autres. Donc, j'ai essayé seulement de vous citer quelques exemples. Pour notre sujet d'aujourd'hui, il concerne donc les relations maroco-africaines sous un angle historique. Pour en savoir plus, je vous cède la parole, professeur Aisha Wasmine. Donc, à vous la parole, cher professeur. Merci, Monsieur Nortil Idrissi. Salam alaikum. Je vous remercie pour cette présentation, Sil Idrissi. Donc, je passe directement à ma contribution qui a pour titre Quelques dimensions historiques des relations Maroc-Afrique. Tout d'abord, je peux dire que traiter un sujet sur les dimensions historiques des rapports Maroc-Afrique exige un retour au passé lointain du Maroc en tant que puissance impériale, sous le pouvoir de diverses dynasties qui ont gouverné le Maroc, c'est-à-dire les dynasties partant de Al-Mourabitin, Mouahidine, المارينيين السعديين et sans oublier les Wattassiyin et jusqu'à l'Alaouiyin. Et ces dynasties ont gouverné sur un espace vaste qui ne se limite pas à celui du Maroc d'aujourd'hui.
Donc, la période choisie se situe, c'est-à-dire la période de l'étude qui a été choisie se situe entre le 12e et le 16e siècle, c'est-à-dire la période médiévale, celle du Moyen Âge. Donc, je vais essayer d'introduire mon sujet sur les rapports qu'avait le Maroc avec son environnement régional, notamment africain, dans la période s'étalant entre le XIIe et le XVIe siècle et qui se caractérisait par la succession des périodes de paix et de guerre. En période de paix, l'aspect le plus révélateur de la puissance du Maroc résidait dans la monopolisation du pouvoir impérial, surtout à l'époque des Mourabitines et Mouahidines, des Almoravides et Almohad, c'est-à-dire Mouahidines, du commerce, la monopolisation du commerce caravanier et aussi dans le contrôle des routes commerciales par les agents de l'autorité locale de l'époque. L'espace géographique qui était l'objet du dit commerce englobait les régions sahariennes de l'ensemble du Maghreb, notamment extrême et centrale, le Maghreb al-Aqsa, le Maghreb al-Awsat ou le Maghreb al-Adna. Les englobait aussi les villes portières des deux rives méditerranéennes et aussi les régions africaines au sud du Sahara, qu'on appelait ce territoire ou cet espace qu'on appelait, c'est-à-dire on lui donne le nom Bilad al-Soudan, les pays du Soudan, les pays des Soudan des Noirs, pour c'est-à-dire l'appellation qui était à l'époque concernant cette région. Voilà, je vous invite c'est-à-dire à regarder ces cartes, surtout cette première carte représentant cet espace de l'époque. Et dans cette carte, on voit les places et les capitales par lesquelles passaient les caravanes commerciales. Vous voyez Marrakech, Sijil Massa, c'était la capitale principale du commerce caravanier de l'époque. Vous voyez aussi Ouargla, Radames. Vous voyez là, en dessous, il y a Tombouctou, il y a d'autres. Voilà une autre, cette deuxième carte englobe, en plus des noms des lieux, des capitales, des villes historiques, on voit aussi les noms des produits et les noms des lieux de ces produits. On voit le sel, l'ivoire, le cuivre. Aussi, il y avait la traite des esclaves, le sel. Et vous voyez, c'est une carte qui est bien présentable et on voit les routes qui mènent vers Sijil Massa, vers Marrakech et vers Tlemcen aussi. Donc, ce sont des routes, un réseau de routes commerciales de l'époque. Il y a aussi cette troisième carte. On voit les routes qui mènent voilà, il y a deux ou trois routes principales, c'est-à-dire du sud, Ouadagost, qui va jusqu'à Sijil Massa, et de Sijil Massa part soit à Marrakech, Ouarzazat Marrakech, soit vers Kairouan. Kairouan, c'est en Tunisie. Ou vers le nord, vers Tanger. Donc là, c'était Sijil Massa à cette époque. Ça dépend de la dynastie qui gouvernait. Si Mourabitin ou Al-Mouahidine, c'est les principales routes passées par le Maroc. Et le Maroc, c'est-à-dire à l'époque, ce n'est pas le Maroc actuel, c'est le Maghreb, c'est-à-dire l'ensemble de cette région du nord de l'Afrique faisait partie du territoire gouverné par les dynasties
ou on peut dire دولة الموحدين, دولة المرابطين. Dynastie, la dynastie, c'est l'État ou Daoula. C'est la traduction la plus proche par rapport à l'État, c'est-à-dire le nom qu'on utilise actuellement. Donc, il s'agissait des routes commerciales caravanières ou transsahariennes qui ont relié l'Afrique du Nord à l'Afrique subsaharienne en passant par le Sahara. Ces routes ont joué un rôle crucial non seulement dans les échanges commerciaux, mais aussi dans la diffusion culturelle et la propagande religieuse entre les deux régions. Soit que la propagande religieuse destinée vers l'Afrique ou vers le nord. Ça dépend de la période. Afin de mieux saisir le rôle, la place et la présence incontestable du Maroc dans le commerce transsaharien, il s'avère utile de déterminer les diverses dimensions de ce commerce sur les deux plans internes et externes. Donc, sur le plan interne, le commerce caravanier a constitué une source d'enrichissement pour les différentes dynasties ayant gouverné le Maroc et dont les sultans ont assuré la sécurité et le maintien des routes du commerce caravanier. Les Almoravides, Morabitin, et par la suite les Mouahidines, sans oublier Mariniyin et Saadiyin, ont plus ou moins contribué au développement des échanges commerciaux avec les commerçants africains et européens. Ça dépend du sultan. Si le sultan a une personnalité forte et qui pouvait, c'est-à-dire installer ou établir son autorité sur l'ensemble du territoire, il a ce pouvoir aussi de contrôler les routes du commerce. S'il est faible, bien sûr, c'est-à-dire qu'il y aura des conflits et il y aura de la convoitise de la part de ses adversaires, adversaires internes ou les adversaires de l'extérieur. Donc, vous voyez là, cette carte, c'est pour vous présenter la période des Almorabitin de 1040 à 1147. Vous voyez, ça, c'est le territoire qui était sous le pouvoir de la dynastie des Almoravides, Morabitin. Vous voyez, c'est un vaste territoire qui va jusqu'à l'Andalousie et qui est vers le sud, c'est la Mauritanie, c'est toute une région de l'Afrique du Sahel actuel qui dépendait de l'autorité du sultan al-Dawla al-Mourabitiya. Cette carte nous montre l'extension des Al-Mouahidines qui ont gouverné de 1120 à 1269. Et vous voyez aussi, c'est un territoire vaste et ça dépend, il y a les années, les périodes, soit de l'extension de la présence des Almohades sur toute cette région, soit sur le repli de cette autorité ou du pouvoir ou de la perte des territoires au profit d'autres adversaires, soit c'est-à-dire de l'Andalousie, c'est-à-dire des Émirats, des principautés qui ont été perdus et à l'époque, c'est-à-dire des Almohades, et on verra par la suite jusqu'à la chute du dernier bastion arabo-musulman qui est Grenade en 1492. Et là, on arrive à la défaite, c'est-à-dire à l'affaiblissement de la dynastie Mouahidiya, et la défaite qui a porté un coup dur aux Almohades, c'était à Las Navas de Tolosa en 1212. Et cette défaite a mis fin à la prospérité économique.
dont jouissait le Maroc, c'est-à-dire avant, à cause de cette fluidité de la transition c'est-à-dire du commerce caravanier. Il n'y avait que le commerce caravanier. Euh, et cette situation due à cette défaite du Maroc ou des Almohades, a entraîné par la suite la décomposition de l'Empire almohade et a annoncé la fin d'une époque glorieuse du règne sans précédent du Maroc sur le commerce caravanier. L'affaiblissement de l'Empire almohade a provoqué aussi la division de cet empire en trois entités. Les Hafsides benu Hafs à Tunis, les Abdelwadid benu Abdelwad à Tilimsan et les descendants d'Abdelmoumen dépossédés de toute autorité à Marrakech. Après la disparition de l'Empire almohade, le morcellement du Maghreb en plusieurs entités politiques a accentué la concurrence entre ces dernières, entre ces entités, dont chacune se servait de tous les moyens de nature à lui permettre de monopoliser les axes du commerce transsaharien. Certes, le commerce transsaharien a beaucoup contribué à enrichir l'économie locale, a financé énormément les actions militaires. À cette époque, les armées des différentes dynasties partaient à l'extérieur du Maroc pour combattre soit en Andalousie, soit c'est-à-dire dans les régions qui étaient sous l'autorité marocaine, des régions africaines, et aussi a contribué à alimenter le trésor public de l'État qui contrôlait les axes du commerce. Donc, se priver de ce commerce signifie l'affaiblissement, voire même la chute du pouvoir en question. La montée d'une nouvelle dynastie originaire du nord mérinien a contribué largement à la décomposition de l'empire almohade d'une part et à la diffusion de l'anarchie dans l'ensemble du pays d'autre part. Mérinien ont réussi à restaurer la paix et l'ordre dans le pays. Ils ont rétabli l'activité commerciale, notamment celle des caravanes. Le fondateur de cette dynastie, Abou Youssef, n'avait que deux objectifs à atteindre. Le premier, c'est de poursuivre la même politique des Almohidines, celle qui était axée sur la défense de l'islam et le châtiment du chrétien ennemi. Et le deuxième objectif, c'est d'établir son autorité sur les régions de Sousse et de Daraa. Et aussi, comme deuxième objectif, c'est libérer la ville de Sijil Massa de la domination des gouvernants de Tilimsan. À cette époque, c'est les gouvernants de Tilimsan qui contrôlaient le commerce caravanier et qui se sont emparés même de Sijil Massa. Donc, c'était un conflit entre les deux, entre Mariniens et Banu Abdelwad à Tilimsan. La déviation routière du commerce caravanier par le pouvoir installé à Tilimsan a dispersé les efforts des Mérinides pour toute nouvelle unification du Maghreb sous leur étendard. Cette situation était aussi profitable, c'est-à-dire le déchirement interne entre les deux entités principales, celle de Tilimsan et celle de Mariniyin. Cette situation était aussi profitable aux commerçants africains qui ont saisi l'occasion pour échanger directement leurs produits et assurer leur ravitaillement en sel, cuivre et produits fabriqués. Pour les mariniers, la récupération de Sijil Massa devait s'accompagner d'un contrôle total des routes du commerce caravanier. C'est ainsi que Abou Youssef s'est emparé de Tanger et Ceuta en 1272, et ce dans le but de parvenir à orienter le commerce transsaharien vers l'extrême nord du Maghreb, notamment vers les ports de Ceuta et de Tanger. Le changement de route commerciale visait essentiellement
a déstabilisé le commerce télémsien. Quoi qu'il en soit, la soumission de Sijil Massa a obligé les Mérinides à conclure une alliance avec le roi d'Aragon, Jacques le Conquérant, contre Tlemcen. Donc, c'est à cause de cette situation et d'une crise qui a frappé le Maroc au milieu du XIVe siècle et qui a coïncidé avec l'assassinat d'Abou Inan, une vague de révolte a submergé le pays contre l'autorité de Fès, ce qui a favorisé l'apparition des royaumes indépendants à Marrakech et à Tafilet. Ce dernier, celui de Tafilet, avait une grande ambition pour le contrôle de la place du commerce caravanier de Sijil Massa. Grosso modo, ce commerce devenu difficile pour Fès a subi la concurrence de Tunis qui a orienté les caravanes vers le sud-est. Après que Tunis s'est emparé de Tripoli, Tazeur et Biskra. De Tlemcen, la concurrence de Tlemcen qui s'est séparée de Fès. Tlemcen est devenue une entité indépendante de Fès. Et aussi de Grenade, cette principauté andalouse qui s'est emparée de Gibraltar et voulait contrôler les routes de commerce. Toutefois, des villes portières comme Salé, Ceuta et Badis, où accostaient des navires européens, ont été considérées comme des lieux d'approvisionnement du commerce destiné à Fès, qui, à son tour, Fès alimenter les caravanes partant vers Tlemcen, Sijil Massa et Marrakech. Le Maroc, là, c'est la dimension externe. Le Maroc, c'est un territoire de transit, pont jeté entre deux mondes, vital à la fois pour l'Afrique intérieure et pour l'Europe toute proche, à cause du sel et de l'or. C'est une citation de l'ouvrage de Mohamed Qabli, Société, pouvoir et religion au Maroc à la fin du Moyen Âge. Cet ouvrage paru en 1986. Ainsi, le Maroc a constitué une place d'échange par excellence des marchandises venant de l'Afrique, comme l'or, les plumes d'autruche et les esclaves, contre les produits proprement maghrébins, comme le blé, les chevaux, le hadbel, produits très appréciés par les Africains ou des marchandises originaires de l'Europe comme les arts. De Sijil Massa partaient les produits à destination des ports de la Méditerranée où des négociants européens pouvaient les acquérir. Pour l'Europe, atteindre l'or africain sans passer par le Maroc était un rêve irréalisable. Or, ce rêve est devenu réalité lorsque l'Europe a décidé d'aller elle-même à la recherche de l'or. Le Maroc, en tant que place importante du commerce de l'or, a essayé de mettre un terme à la convoitise de plus en plus grande des Européens, notamment des Espagnols et des Portugais qui visaient l'occupation des zones stratégiques du littoral marocain. Et qu'on vient de rappeler que les principales raisons... Oui. Professeur, pardon de vous avoir interrompu. Il vous reste 6 minutes, s'il vous plaît. OK. 6 minutes, oui, j'arrive. D'accord, merci. Donc, il convient de rappeler que les principales raisons des découvertes, en particulier de la conquête des côtes marocaines, sont liées aux besoins accrus des Européens de l'or et des esclaves. Le premier s'avérait indispensable pour financer les expéditions maritimes et le second pour alimenter la main-d'œuvre nécessaire pour les industries naissantes. La prise de Ceuta par les Portugais en 1415 a précipité d'une part la fin d'une grande place commerciale du Maroc et d'autre part le point de départ des découvertes, des grandes découvertes. Par la suite, les Portugais ont réussi à occuper Tanger à Ceuta entre 1471 et 1475. De leur côté, les Espagnols ont pu en 1497 occuper Melilla et attaquer d'autres villes comme Qasr el-Kbir et el-Hussein. Désormais, la présence portugaise sur les côtes marocaines et africaines a annoncé la disparition de l'axe traditionnel des caravanes reliant Ceuta, Tétouan, Fès et Sijil Massa. Le déclin du trafic transsaharien était tellement apparent au point où tous les 3 ans seulement, une caravane quitte la capitale marocaine à destination du Sahara. Et encore,
Si elle revient en 1607, une caravane envoyée par Moulay Zidane transportant plus de 4 tonnes d'or ne parvient même pas à Marrakech. En 1669, une lettre de Salé signale qu'à peine 5 chameaux chargés d'or parviennent aux Sousse tous les 2 ans, soit le 10e des arrivées d'or des siècles précédents. Donc, enfin, l'on doit rappeler le rôle joué par les marabouts apparus à la fin du pouvoir saadien, notamment 2 marabouts, Abou Mahali et Bouhassoun. Le premier, qui est devenu le maître de Sijil Massa, est contrôlé en 1612, lors qu'il parvenait à Tafilalt et à Marrakech, où il a frappé la monnaie en son nom. Bouhassoun a fondé Ilir, le royaume de Sousse, et s'est emparé des routes de l'or. Il s'est posé comme l'intermédiaire entre les négociants européens et les produits d'Afrique parvenus à Agadir et à Massa. Ainsi, il est devenu le maître de Tsaroudant, de Daraa, de Tafilalt, suite à un conflit l'opposant à la nouvelle dynastie alawite. Il a perdu sa vie en 1659. Voilà, j'arrive à la fin de ma présentation. Merci. Merci beaucoup, cher professeur, de nous avoir octroyé l'occasion de voyager avec vous dans un laps de temps qui est court par rapport, très court par rapport à l'immensité des informations que vous avez sur ce sujet. Donc, vous nous avez permis de voyager avec vous en termes de temps et d'espace, donc depuis le 2e siècle jusqu'à 6e siècle. Donc, c'est pas facile de résumer cet intervalle de temps dans une vingtaine de minutes. Donc, votre intervention était très dense, je le comprends très bien. Donc, vous nous a permis aussi de voyager avec vous géographiquement de l'Andalousie jusqu'à Saint-Louis de Sénégal et aux abords de Tombouctou, c'est-à-dire je fais allusion ici à la carte géographique de Grand Maroc à l'époque. Donc, merci beaucoup, professeur Aïcha Wasmine, pour cette intervention qui est vraiment riche en informations et analyses. Et aussi, ce qui est marqué ou bien m'a façonné, c'est les cartes géographiques parlantes. Pardon. Donc, votre intervention aussi, votre présentation était riche en illustrations cartographiques. Personnellement, j'ai appris beaucoup de votre intervention. Voilà, pour récapituler, professeur Aïcha Wasmine a mis l'accent tout d'abord sur les aspects les plus dominants des relations extérieures qu'entretenait le Maroc avec son environnement régional, notamment africain, se résumé dans le rôle d'intermédiaire qu'il avait assumé pendant des siècles entre l'Europe et l'Afrique en matière de commerce caravanier. D'autant plus que le contrôle des routes principales de ce commerce avait plus ou moins impacté les 2 sphères, comme l'a cité professeur, donc les sphères internes et externes de l'ensemble du territoire maghrébin, soumis au pouvoir effectif des différentes dynasties régnantes, c'est-à-dire selon l'intervention de professeur Aïcha Wasmine, c'est-à-dire à partir de la dynastie des Mourabitin jusqu'à la dynastie actuelle des l'Alaouites. Donc, ce rôle aussi incombait essentiellement, selon le professeur Aïcha Wasmine, à la position géographique du Maroc entre 2 continents, c'est-à-dire entre l'Afrique et l'Europe. Celle-ci, c'est-à-dire l'Europe, n'avait pas les moyens d'accéder directement aux sources d'approvisionnement en des produits nécessaires, mais une fois ayant la possibilité d'atteindre l'Afrique, les Européens n'avaient plus besoin des services traditionnels du Maroc. Le commerce, selon toujours professeur Aïcha Wasmine, ne constitue pas seulement le rapport prépondérant du Maroc avec ses voisins du nord et du sud, mais il y avait aussi la guerre dans le désert d'expansion, et les devoirs religieux ont mobilisé l'ensemble des dynasties qui ont jadis gouverné gouverner le Maroc. Donc, par contrainte de temps, je m'arrête
Là, donc, merci infiniment, professeur Aïcha Wasmine, pour cette intervention vraiment très, très intéressante. Merci beaucoup. J'espère qu'on aura d'autres occasions pour se voir et se discuter des autres thématiques. Merci Merci à beaucoup. vous. Merci à vous. Merci.